Nous sommes mardi 17 septembre 2019. Bienvenue, madame, messieurs, dans ce rendez-vous du journal en français de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Les ONG de la société civile burundaise ainsi que les avocats des familles des victimes de la crise burundaise demandent le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi pour s'assurer que la situation est suivie de manière continue et éviter une nouvelle augmentation des violations des droits humains. Demande faite au cours de la 42e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ce mardi à Genève en Suisse. Le mois d'août dernier a été caractérisé par un contexte sociopolitique tendu, des violences politiques, sans oublier le refus aux opposants politiques d'exercer leur liberté politique, selon le rapport mensuel du Forum pour le renforcement de la société civile, FROSC. Et hors de nos frontières, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a fait appel de l'acquittement prononcé le 15 janvier dernier en faveur de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Bégoudé. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue, je vous le disais tantôt, le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi reste nécessaire pour s'assurer que la situation est suivie de manière continue, car le contexte préélectoral est susceptible de mener à une nouvelle augmentation des violations des droits humains. C'est l'une des requêtes des organisations de la société civile burundaise et défenseurs des droits humains, présent ce mardi à Genève, en Suisse, dans la 42e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Suivez Armel Nyongere, il est l'un des avocats des familles des victimes. Nous sommes ici à Genève pour soutenir le rapport de la commission d'enquête et plaider pour le renouvellement du mandat de la commission. Dans le rapport présenté par cette commission devant le Conseil des droits de l'homme, ils ont montré les facteurs de risque identifiés qui laissent craindre à une persistance et des violations des droits de l'homme, particulièrement dans le contexte des élections prévues en 2020. Justement, on ne constate pas une amélioration du Burundi et donc la communauté internationale a besoin de continuer le monitoring, notamment dans le biais de la commission d'enquête. Il est primordial que les violations documentées ne restent pas impunies et le travail de la commission d'enquête pourra contribuer à cette lutte contre l'impunité et au travail des mécanismes judiciaires au plan national, régional et international. Ici, je cite, ce rapport de la commission d'enquête pourra aider dans l'enquête de la Cour pénale internationale. Dans le rapport de la commission d'enquête, ils ont aussi cité l'enquête faite par la Cour pénale internationale. Donc cela montre que le rapport peut être utilisé par les enquêteurs de la Cour pénale internationale par rapport aux preuves, parce qu'ils ont dans ce rapport identifié les victimes. Donc ce rapport a été apprécié par la société civile, raison pour laquelle nous voyons dans ce rapport et surtout dans ces facteurs de risque que cela pourrait aider à alerter la communauté internationale par rapport aux violations qui pourraient être observées à la veille des élections de 2020. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que cette commission d'enquête est le seul mécanisme crédible qui peut faire le monitoring des violations des droits de l'homme au Burundi. Parce qu'on a fermé le Haut Commissariat aux droits de l'homme, il n'y a aucun mécanisme crédible qui peut faire cette documentation de crimes. Les tueries, les disparitions forcées des membres de l'opposition ainsi que les tortures en cours au Burundi montrent que les élections de 2020 ne seront pas transparentes. Ce sont les propos de Léon Sengenakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu. Léon Sengenakumana trouve aussi que l'isolement du pays montre que les élections de 2020 ne seront pas fiables. Suivez. Je ne peux pas dire que le pays se porte bien quand, partout dans le pays, il y a des gens qui continuent à être tués. Ce n'est pas paradoxe. Je dis ça parce que j'ai des preuves de nos membres du parti qui continuent à être tués dans la province de Muyinga, Muramvya et les harcèlements de nos membres dans les autres provinces. Quand il y a des gens qui continuent à être torturés,
arrêtés, emprisonnés à cause de ses opinions ou leur appartenance politique. Quand il y a beaucoup de Burundais qui sont en exil, plus de 100, quand il y a aussi des Burundais qui continuent à fuir le pays. Tout ça, c'est en rapport avec le droit de l'homme ou bien en rapport avec la politique. Ici, on cite le droit de l'homme qui est en rapport avec l'économie. Il y a un mauvais climat. Quand les gens sont pauvres et qui ont affamé, jusqu'à ce que la population commence à être mendiant, c'est difficile de distinguer un fonctionnaire et un non-fonctionnaire. Jusqu'à ce que le système éducatif au Burundi est dans l'état critique. Jusqu'à ce que, pour aller se faire soigner, est un grand problème au Burundi. Sans oublier qu'au Burundi, les gens vivent dans le désespoir. Vous comprenez que ce climat n'est pas satisfaisant pour que les élections soient bonnes. Si quelqu'un n'est pas libre, si quelqu'un vit dans le désespoir, on ne peut pas espérer que les élections seront bonnes. Et puis, nous voyons que cette situation n'a pas changé, quand notre pays est pour le moment isolé. Le journal poursuit la situation qui a régné dans différentes provinces du pays au cours du mois d'août dernier révèle un contexte sociopolitique tendu caractérisé par des messages d'appel à la haine et aux violences politiques, sans oublier le refus aux opposants politiques d'exercer leur liberté politique. Selon le rapport mensuel du Forum pour le renforcement de la société civile burundaise FOSC, le régime de Pierre Nkurunziza utilise la milice Imbonerakure et certains éléments de la police pour commettre tous ces crimes. Suivez Ernest Nkurunziza, il est secrétaire exécutif du FOSC. Ce sont les violences politiques, ce sont les crimes, ce sont les assassinats, ce sont les arrestations arbitraires, ce sont des viols, ce sont des disparitions forcées. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit qu'il y a une nouvelle forme de crime qu'il est en train de commettre. On voit par exemple une série, un nombre important de permanences du parti CNL qui sont détruits et au vu et au su de tout le monde. Parce qu'avant, Nkurunziza commettait les crimes, mais essayait de les cacher. Maintenant, il le fait au vu et au su de tout le monde et il s'en moque. On voit sur le terrain des messages de haine, des discours de violence qui appellent les gens à tuer les autres, etc. Pierre Nkurunziza, compte tenu de ce qui se passe sur le terrain, on voit que les élections pour lui ne constituent pas une période pour lui qui devait, normalement, les élections ne devraient pas être une période qui fait peur. Mais lui, il terrorise tout le monde. Il montre que toutes les personnes qui ne sont pas derrière lui paieront cher. Donc, pour vous dire, les élections pour lui, c'est une façon d'identifier les opposants politiques en vue de leur faire mal. Aujourd'hui, le service national de renseignement fait des photos sur là où se trouvent les opposants politiques derrière Gwassa Agathon. Oui, le public là que vous voyez derrière Gwassa Agathon, il y a là-dedans des agents du service national de renseignement qui font des photos, etc., etc., comme ils l'ont fait d'ailleurs en 2015. Vous savez ce qui a suivi en 2015. Maintenant, les manifestants qui ont été identifiés en train de faire les manifestations, ils ont été systématiquement tués. C'est d'ailleurs à cet instant où il a parlé qu'il va tuer un à un, que les opposants politiques vont finir un à un. Maintenant, on ne sait pas ce qui va suivre. Il fait semblant d'ouvrir l'espace public, l'espace politique, mais en réalité, il a une autre mission, Pierre Nkurunziza.
Et la force que dans ce rapport demande au gouvernement et en particulier Pierre Nkurunziza à mettre fin à la chasse à l'homme contre les opposants politiques à la veille des élections de 2020. Suivez encore une fois Ernest Nkurunziza. Si vous regardez par exemple la violence avec laquelle les violences politiques qui caractérisent cette période, ça augure quelque chose de mauvais dans ce pays. Même s'il y a un semblant d'ouverture où nous voyons que Pierre Nkurunziza laisse l'opposant Agathon Rwasa faire des manifestations publiques. Mais à côté, il y a ces violences. Malgré tout, l'objectif de Pierre Nkurunziza, ce n'est pas de faire une démocratie. Non, l'objectif de Pierre Nkurunziza, c'est d'identifier les vrais opposants politiques. Nous demandons à Pierre Nkurunziza de comprendre, de voir la réalité en face. Ce qu'il a cherché, il ne l'a pas eu. Il a investi pour que tout le monde aille derrière lui, pour que tout le monde pense comme lui, pour que tout le monde reste comme des moutons. Mais les Burundais l'ont compris. Aujourd'hui, la plupart des Burundais se rangent derrière l'opposant politique. Il ne doit pas donc continuer. Nkurunziza devrait rompre avec la violence parce que sa violence n'a pas payé. Le journal poursuit par cette brève politique une rencontre entre une délégation de la plateforme de l'opposition Sénarède et une délégation du gouvernement conduite par le bureau de l'Ombudsman s'est tenue dans la ville du Kenyan de Nairobi. Le point discuté dans cette rencontre était centré sur les conditions de retour des exilés politiques et non politiques. Il s'agit entre autres de la libération des prisonniers politiques et d'opinion, la levée des mandats d'arrêt contre les personnalités politiques et responsables des médias et la société civile, la restitution des biens saisis et la réouverture des médias. Toutes ces demandes ont été rejetées par Gitega et le cercle des généraux proches du président Pierre Nkurunziza aurait rejeté le projet d'accord entre les deux parties. Page santé à présent, le gouvernement du Burundi appelle les citoyens à adhérer dans des mutuelles de santé, une des voies pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Lors d'une première conférence nationale sur la santé qui a débuté ce lundi, le ministre de la Santé publique Tade Ndikumana précise que l'adhésion des citoyens dans de telles assurances permettra au gouvernement de s'atteler aux autres programmes en cours, notamment les soins de santé aux enfants de moins de 5 ans suivis. On va revoir à propos de ce qu'ils ont dit concernant la couverture sanitaire universelle. On va voir aussi les assurances qui sont disponibles concernant les cartes que le gouvernement a mises sur place. Vous savez aussi qu'il y a la gratuité des soins de santé pour les uns. Voir si les gens de la mutuelle sont tous là pour pouvoir accomplir ce que demande le ministre de la Santé. Chaque personne puisse se faire soigner et puisse avoir aussi des médicaments sans avoir des problèmes. Je dirais qu'il n'y aura personne qui restera seul. Il est temps que la population s'intègre dans des coopératives pour avoir des assurances et ça pour atteindre les projets du gouvernement qui l'a poussé à autoriser la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Il y a aussi des maladies qui sont soignées gratuitement comme la choléra, le VIH et la tuberculose. Je dirais aussi les vaccins qui se donnent gratuitement, mais ce n'est pas partout. Il y a aussi les projets d'OPBF qui fait que les hôpitaux font leur travail pour qu'ils puissent avoir des opportunités et qui donnent des assistances sociales. wa PBF aho amavuriro akora hanyuma akaronka uburusho kugira ngo ashobore kwitunganya neza atunganyiriza bene gihugu.
Page internationale, avant de clore cette édition, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a fait appel à l'acquittement prononcé le 15 janvier dernier en faveur de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blegoudé. Cette décision ouvre la voie à une nouvelle procédure devant la Chambre d'appel qui devrait prendre plusieurs mois. Reportage de Sabimana Berti. La procureure de la Cour pénale internationale reproche aujourd'hui à la Chambre de première instance de ne pas avoir rendu son jugement dans les formes et de n'avoir motivé l'acquittement que 6 mois plus tard, c'est-à-dire au mois de juillet. Fatou Bensouda estime que les juges auraient fait une évaluation incorrecte des preuves présentées lors du procès. C'est une décision qui hypothèque l'espoir de Laurent Gbagbo de rentrer dans son pays avant le scrutin présidentiel de 2020. La procureure a jusqu'au 15 octobre pour déposer sa plainte. Les avocats de la défense ont jusqu'au 16 décembre pour lui répondre. Le texte de la Cour ne fixe aucun délai à la Chambre d'appel pour rendre sa décision. Depuis leur libération le 1er février 2019, Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé sont soumis à une série de conditions imposées par la Cour. L'ancien président réside maintenant à Bruxelles et ne peut quitter la capitale belge sans l'autorisation de la Cour pénale internationale, CPI en sigle. Blegoudé, quant à lui, réside toujours à La Haye, faute d'avoir trouvé un pays qui accepte de l'accueillir sur son sol. Merci à Saïmana Berti. Voilà, c'est sur ce reportage qui met le temps un peu final à cette édition. Merci à vous de m'avoir tenu compagnie. À la prochaine.